As-tu déjà ressenti un épuisement soudain après avoir passé du temps avec, quelqu'un? As-tu l'impression que, certaines personnes, dans ton entourage accaparent, toute ton attention sans jamais rien t'apporter en retour? Si ces situations te semblent familières, sache que tu es probablement en contact avec un vampire psychique. Mais rassure-toi, tu n'es pas seul. Dans cet épisode, je reçois une psychothérapeute qui nous explique qui sont les vampires psychiques. Elle nous explique aussi les dynamiques entourant les relations de vampirisme et elle nous présente des pistes concrètes pour t'aider à retrouver l'équilibre. Bienvenue sur Ma qualité de vie, le podcast destiné aux personnes motivées à s'épanouir. Je m'appelle Corinne et si tu es ici pour la première fois, ça me fait plaisir de t'accueillir dans cet espace où l'on parle de développement personnel, de bien-être et d'épanouissement en vue d'améliorer ta qualité de vie. Alors aujourd'hui, on va toucher à un sujet qui est en lien avec les relations. Donc c'est les relations en général. Ça peut être au travail, ça peut être avec la famille, avec, dans les relations de couple, c'est assez général et on va en particulier s'intéresser à un certain type de personnes, qu'on qualifie de, vampires psychiques ou vampires psychologiques. C'est-à-dire que ce sont des, individus qui se retrouvent dans notre entourage et qui ont tendance à, drainer l'énergie des autres au point où ça peut, devenir malsain, pour la personne qui se fait vampiriser. Alors, qui sont ces, vampires, psychiques? Comment repérer ces dynamiques de vampirisme, dans nos relations personnelles et professionnelles? Et comment préserver, son bien-être face à ces interactions? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et donc, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir, de recevoir, Virginie Bapt qui est, psychothérapeute, psychanalyste et coach et qui va nous aider à mieux comprendre la problématique autour de ces vampires psychiques. Virginie, bienvenue. Merci beaucoup Corinne, merci à vous de me recevoir. Ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous. Bienvenue parmi nous. Alors, pour commencer, je pense que, ça serait intéressant un petit peu d'identifier un peu, ce qu'on entend par, vampire, psychique. Moi, en faisant ma recherche, en préparant, cet épisode, je suis tombée sur plusieurs termes. Donc il y avait vampire psychique, vampire, psychologique, vampire émotionnel, vampire énergétique. Est-ce que ça tout ça, ça renvoie, à la même chose finalement? Oui, ça renvoie exactement à la même chose. De toute façon, il faut dire une chose, c'est que ce terme, n'appartient pas à la psychopathologie traditionnelle. C'est un terme qui a émergé il y a à peu près une trentaine d'années, mais qui fait pas référence à un concept de psychiatrie ou de psychopathologie particulier. Un vampire, psychique, c'est un phénomène qu'on a remarqué, qu'on connaît tous, ils sont parmi nous. On en a on a tous des exemples en tête de gens dont on a l'impression qu'ils nous sucent le sang. Ben voilà, c'est un peu ça, un vampire psychologique, c'est pour décrire ce phénomène et ce qui est intéressant, c'est pas tant de le décrire pour les accuser ou pour les débusquer, c'est pour simplement qu'on réfléchisse à nous, comment est-ce qu'on peut faire pour bien vivre ensemble et puis pour les aider aussi, pourquoi pas? Oui, bien sûr, parce que finalement, il y a 2 pendants, hein. Il y a le la personne qui se fait vampiriser, mais il y a aussi le la personne qui vampirise et donc dans le fond, le vampire psychique, je pense que ça peut être n'importe qui, mais ça doit être une personne qui a une tendance à peut-être demander beaucoup des autres. Comment est-ce qu'on le qualifierait, le vampire psychique? En fait, c'est tout simple, c'est juste pour comprendre que vous voyez, ça nous est tous arrivé. Parfois, on est dans un échange avec quelqu'un et puis on se sent vidé, épuisé, alors qu'il y a pas de raison. La personne n'était pas particulièrement désagréable, c'était pas forcément un échange tendu, mais on ne sait pas pourquoi on est vidé et ça de façon récurrente. Bon, c'est un indice et c'est des situations qui arrivent tout le temps. C'est votre voisine qui va sonner chez vous à n'importe quelle heure, qui a toujours un truc à vous demander, qui vous trouve formidable, qui du coup a beaucoup besoin de vous et qui vous demande sans cesse des trucs et puis à qui vous osez pas dire non. C'est des gens avec qui vous faites ce qu'on appelle l'évitement amical. Ah, on a peur de les contrarier, on veut pas dire, mais alors si on dit non, on se sent atrocement coupable. Vous voyez? Tout ça,
ça montre simplement qu'il y a un déséquilibre, énergétique dans la relation, qu'on n'ose pas être nous-mêmes et que du coup, bah, ça nous vide. C'est un peu le contraire de l'intimité. C'est de la fausse intimité. On est avec quelqu'un, on n'ose pas mettre les limites, il vient se servir chez nous, mais on remarque que curieusement, quand on a envie d'aller se servir chez lui, bah, ça marche pas de la même façon. Donc c'est un peu à ça que ça renvoie, ce phénomène de vampire psychique. Donc finalement, c'est des personnes qui vont aller prendre des autres, mais il y a pas de réciprocité. Eux, ils ont rien à donner finalement. Donc il y a une personne qui se vide, l'autre qui se remplit et il y a un transfert d'énergie et finalement, voilà, il y a une personne qui est un peu perdante dans tout ça. Oui, mais c'est complètement inconscient. On peut pas leur en vouloir. On peut tous, je pense, être des vampires psychiques, non? Par exemple, vous avez une journée atroce, vous tombez sur, votre meilleur ami et puis là, vous lui racontez tout, vous râlez, vous êtes négatif, vous avez besoin de vider votre sac et puis vous lui demandez même pas comment elle va. Bah, voilà, vous êtes permis et ça aussi, c'est de l'intimité si vous êtes quand même capable à d'autres moments de pas faire le vampire psychique. Mais c'est juste qu'à un moment, on est en telle détresse, on sait tellement pas se régénérer, on est tellement au bout du rouleau qu'on va avoir besoin de prendre l'énergie chez l'autre. Le problème, c'est qu'il y a des personnes chez qui c'est un mode de fonctionnement permanent et qui vont aller prendre, 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 et puis parfois, ils laissent la personne, une fois qu'ils ont tout pris, ils changent, et comme on détournerait le regard, ils vont aller prendre chez quelqu'un d'autre avec qui ils vont refaire 100 fois la même chose. Parce que aussi, les gens se lassent au bout d'un moment, ils se rendent bien compte qu'ils ne sont pas respectés et qu'ils sont un peu transparents dans la relation. Et donc, ils arrivent à s'éloigner ou à mettre des barrières. Et parfois, du coup, le vampire psychique, il se détourne simplement, il passe à autre chose ou à quelqu'un d'autre. Ce qui laisse un goût très amer pour la personne qui a donné à un moment. Oui, parce que le vampire psychique, en fait, il butine, hein, un petit peu comme une abeille. Il va chercher son pollen ou ce dont il a besoin là où il peut le trouver. Mais pour l'autre qui, quand même, Exactement. a été ouvert à écouter et à recevoir tout ça, du jour au lendemain, peut-être de se faire laisser tomber pour, euh, comme ça, hein, c'est un petit peu, ça peut être frustrant parce que tu te dis, ben, je me suis investi, j'ai laissé un peu de moi-même, de mon énergie finalement, pour être à l'écoute de l'autre. Et mais c'est sûr, comme on peut se lasser, c'est sûr, à la longue. Il faut. Oui, et ça m'amène à me poser la question, comment est-ce qu'on peut reconnaître dès le départ ce type de personnes-là pour ne pas se rendre jusqu'à justement la lassitude? Peut-être qu'il y aurait moyen d'arrêter un petit peu les choses avant que ça se rende jusque-là. Est-ce qu'il y a des signes auxquels on devrait être alerte dans nos interactions avec les autres? Oui, il y a plein de signes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le vampire, il est doué. C'est-à-dire que on n'est pas idiot. Si on se laisse vampiriser à un moment, c'est qu'on nous a séduits. C'est qu'on y a trouvé notre intérêt. Donc notre intérêt, c'est qu'à un moment, bah, on s'est senti utile, par exemple. Quelqu'un allait très mal, était une victime de tout le monde, tout était compliqué, et puis il nous a vus comme le messie. On avait l'impression qu'on arrivait formidablement à lui remonter le moral. On avait l'impression qu'on était vraiment un ou une très bonne amie. Ça nous valorise tout ça. Donc le vampire, il séduit. Ou à l'inverse, c'est quelqu'un qui est très puissant, qui est très affirmé, puis qui d'un seul coup nous désigne comme personne de confiance, mais qui rentre beaucoup dans notre vie, qui nous contrôle, qui nous juge, qui et puis on court pour tout le temps le satisfaire, vous voyez? Mais au début, c'est très séduisant, quelqu'un qui nous choisit et qui dit: «Mais toi, tu es génial, je te rentre dans mon sillon». Donc il faut bien voir ça, c'est qu'au début, on y trouve vraiment notre compte. Le problème, c'est que petit à petit, on se rend compte que, en fait, on est en position de donner et jamais de recevoir. Donc ça, c'est un premier signe qui peut nous permettre d'arriver à détecter ça. Mais le plus simple, c'est simplement de voir l'effet que ça nous fait. Vous savez, des gens qui vous vident, on devrait d'ailleurs se poser tout le temps la question quand on a un échange. Est-ce qu'il m'a nourri? Est-ce qu'il m'a rempli? Ou est-ce qu'il m'a vidé? Il y a un autre critère que j'aime bien, c'est de voir la différence avec, vous savez, les pervers narcissiques qui étaient très à la mode. Bon, mais la perversion, pour le coup, c'est assez identifié en psychopathologie, hein, ce que c'est que la perversion. C'est des personnes qui ont pas d'empathie et qui sont complètement à l'abri du conflit moral. C'est-à-dire qu'elles vont jamais se dire: «Mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas exagéré? Est-ce que je l'ai pas vexé?» Vous voyez? Ça n'existe pas pour le pervers. Pour le pervers, l'autre est un objet
à son service. Et vous voyez bien, quand on se dit ça, on voit quand même des points en commun avec le vampire psychologique. C'est qu'il est tellement mal qu'il n'a pas d'empathie, il est tellement pas en sécurité qu'il en a rien à faire des besoins de l'autre et qu'il se dit pas, est-ce que j'ai exagéré? Est-ce que j'ai fait assez attention à l'autre, et cetera. Il en a pas les moyens. La différence avec le pervers, c'est que le pervers, lui, il veut manipuler pour exercer sa puissance, vous voyez? Il jouit de voir l'autre à sa merci, comme on dit en psychanalyse. Alors que, quand vous êtes avec un vampire psychique, lui, il jouit pas que vous soyez son objet. C'est juste qu'il a pas le choix. Il a besoin de vous, pour de vrai. Le pervers, il a pas besoin de vous. Il vous utilise parce que ça l'amuse. Le vampire psychologique, il a vraiment besoin de vous et donc on dit même en psychanalyse que la jouissance, elle est chez l'autre. Elle est chez celui qui dit: «Mon Dieu, je suis utile. Mon Dieu, je sers à quelque chose. Mon Dieu, quelqu'un me regarde». C'est pour ça qu'on peut se laisser prendre au jeu finalement, Exactement, parce que, on sent qu'on sert à quelque chose et et voilà. on a un petit peu ce syndrome, de Zorro, c'est-à-dire qu'un petit peu, on se sent sauveur peut-être dans ce genre de situation, mais on peut, se retrouver finalement, mal pris, hein, dans cette dynamique, qui, peut finalement tourner au désavantage de la personne qui aide. Bah oui, Et j'ai bien aimé cette nuance entre le pervers narcissique et le vampire psychique parce que il y a une dimension de manipulation chez le pervers narcissique alors que chez le vampire psychique, c'est vraiment un besoin. Et c'est ce qui rend, je pense, oui, justement la dynamique un peu plus complexe parce que on est vraiment, pour la personne qui aide, il y a ça vient probablement chercher un élan à l'intérieur de nous, en se disant: «Oh, c'est une personne qui est dans le besoin, hein, et on veut aider, exactement. on veut être bonne, on veut être bon, on veut aider et on peut tomber facilement, donc dans le piège» et donc je me demande aussi ces vampires psychiques. Est-ce que, cet état-là, c'est quelque chose que on développe à un moment donné dans la vie ou est-ce qu'on est comme ça? Comment ça se manifeste? Alors, on peut tous l'être déjà, soyons humbles, hein, comme je vous disais, à des moments de notre vie où on est plus en fragilité, on peut se comporter comme ça. C'est pas quelque chose, où on est vampire psychique. Pour le coup, la perversion, il y a beaucoup de littérature qui tendrait à penser qu'on est comme ça. Vampire psychique, non, pas du tout. Heu, Souvent, on dit que ça peut avoir des liens avec l'enfance. Des enfants qui ont eu un attachement qu'on qualifie de insécure, hein, donc qui étaient pas confortés dans le lien d'attachement avec ses parents et qui pensaient qu'ils pouvaient se rompre, et ben, ils vont avoir tendance à être, dépendants affectifs et donc ça peut devenir des vampires psychologiques. Mais vous voyez, pour être très simple, prenons des exemples concrets. Par exemple, les enfants rois. À qui on laisse tout faire, à qui sont habitués à ce qu'on leur donne et à eux à respecter aucune règle, bah ça peut faire des vampires psychiques derrière. Ils sont tellement habitués à ce qu'on satisfasse leurs besoins sans jamais se préoccuper des besoins des autres, que ça peut les entraîner vers ça. Les personnes âgées parfois, hein, elles ont besoin d'avoir leurs enfants près d'eux, elles se sentent plus fragiles, donc elles vont faire exprès d'en rajouter dans la dépendance pour être sûres qu'on s'occupe d'elles. Et puis parfois, elles ont tendance à croire qu'en rajoutant, en disant pas merci, mais en montrant vraiment comme elles souffrent et comme elles sont dans le besoin, elles vont s'attacher nos services et notre affection. C'est bien humain. Mais c'est quand même des phénomènes de vampirisation. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de vampirisés chez les aidants. Intéressant ça. Parce que, c'est jamais assez, ils veulent être utiles, ils veulent bien faire, mais c'est un puits sans fond parce que le vampire psychique, au lieu de dire: «Bah, merci, c'est formidable ce que tu fais pour moi, je suis tellement heureuse de te voir, tu es tellement sympa», il le fait parfois au début pour s'attacher la personne, mais après très vite, c'est jamais assez et il préfère manipuler par la culpabilisation, de dire: «Oh là là, tu as vu comme je suis pas bien, tu t'occupes pas assez de moi» et cetera, de manier la carotte, vous voyez? Il manie plus le bâton qui est celui de la culpabilité que la carotte qui consiste à dire: «Merci, je te suis d'une gratitude infinie».
Oui, et c'est délicat dans le cas de la famille, comme lorsqu'on est dans la position d'aidant, ou admettons que ça serait dans relation de couple, c'est un peu plus compliqué, je pense, que si on est dans une situation, je sais pas, peut-être dans une amitié et tout, mais je trouve ça assez délicat quand on est dans la position de d'aidant, parce que non seulement il y a le, la question de, bon, de prêter assistance aux parents, mais aussi un petit peu le devoir. Et là, tu te sens, alors quand on parle de culpabilité, tu as l'impression que tu ne fais pas ton devoir finalement. Donc ça peut aller vraiment chercher en profondeur là, c'est cette émotion qui fait que ça peut devenir finalement peut-être même une prison parce que comment est-ce que tu peux mettre des barrières à ça? Et ça, il faut essayer de développer des façons de le faire puisque le vampire psychique, il n'est pas vraiment conscient, mais il continue de demander. Voilà, il n'est pas conscient, tout à fait, exactement. Vous avez dit un mot, Corinne, qui me semble clé, c'est la culpabilité. Dès lors que dans une relation, vous ressentez de la culpabilité permanente, que ça soit jamais assez et tout, c'est la preuve qu'il y a quelque chose de déséquilibré et qui ne va pas dans la relation. Une relation saine, c'est une relation dont on sort gagnant-gagnant. Si je ressens de la culpabilité, je suis pas gagnante dans la relation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mal ajusté. Donc ça, c'est vraiment un indicateur super important. Il faut qu'on fasse attention dans toutes nos relations de ne pas laisser de la culpabilité. Et pour ça, il y a une méthode qui marche pas mal, moi je trouve, c'est de demander. Hein. Si une relation, ça doit être gagnant-gagnant, eh bien, osons dire ah non, mais écoute, là, j'ai envie de te parler un peu de moi aussi. J'ai des choses à te confier, vous voyez, et forcer la personne à nous écouter. Si quelqu'un vous demande tout le temps des services, bah, forcez-vous à lui demander quelque chose, juste pour voir comment elle va réagir, juste pour vous donner des signes concrets de là où vous en êtes dans la relation. Si quelqu'un débarque chez vous et respecte pas votre intimité, bah, regardez ce qui se passe si jamais vous vous en ouvrez très gentiment, hein, en disant, tu sais, moi je préfère que tu me préviennes à l'avance parce que chez moi c'est un peu mon antre et il faut pas rentrer comme ça. Est-ce que c'est ok pour toi? Puis si vous voyez que c'est pas du tout respecté, bon bah tout ça, ça vous montre les signes d'un déséquilibre. Mais pour voir le déséquilibre, il faut aussi accepter de demander. Et il y a beaucoup de gens, et notamment celles qui aiment bien les vampires psychiques, qui savent donner, mais qui ont énormément de mal à recevoir. Or, l'amour, c'est quatre choses. L'amour, c'est se donner, hein, c'est avoir envie de se donner, de s'offrir, de faire attention à l'autre, mais c'est aussi prendre. Si vous dites que vous êtes en amour avec quelqu'un, mais que vous acceptez jamais d'aller prendre chez l'autre, c'est pas de l'amour. Et c'est encore deux autres choses. C'est accepter de recevoir gratuitement. Tu m'offres quelque chose, mais je l'accepte. J'ai pas besoin de te rembourser, j'ai pas besoin de te donner autre chose. Je l'accepte parce qu'on est intime et parce que tu m'aimes. Et c'est accepter de ne pas recevoir. C'est-à-dire ça, moi ça m'intéresse pas, c'est pas mes valeurs, c'est pas ceci. Je te demande de comprendre que je veux pas le recevoir. C'est ces quatre formes-là, l'amour. Et donc, dans le cas d'une relation avec un vampire psychique, bah, on voit bien qu'on est plutôt juste sur le premier, ok? Bah, vas-y, donne-moi tout ce que t'as, et pour le reste, oublie-moi. Oui, donc il y a un déséquilibre qui est flagrant. Donc dans le fond, le- si on doit penser au profil des personnes qui se font vampiriser, ça va être des personnes qui sont très disposées, prêtes à aider, qui sont prêtes à en faire beaucoup, mais qui ont du mal à peut-être demander la réciprocité, ou peut-être qu'ils la Oui, demandent, elles ne la reçoivent pas, mais elles continuent. Donc c'est un déséquilibre en fait qu'il faut, je crois que il est important de prendre conscience de ça dès qu'on commence à sentir ce déséquilibre. Et je crois que donc on a parlé des signes comme la culpabilité. Je pense qu'il y a un mal-être, il y a un épuisement. Dès qu'on commence à sentir qu'il y a quelque chose qui nous est pris, mais qu'il n'y a rien en retour, à ce moment-là, je pense qu'il faut lever le drapeau rouge et se dire, bon, là, je pense qu'il faudrait peut-être que je revoie les choses et que j'essaye de soit mettre des limites
ou alors peut-être m'éloigner aussi. Ça peut être peut-être aussi ça, dépendamment du type de relation. Tout à fait. Vous connaissez, Corinne, le fonctionnement du triangle de Karpman, mais peut-être que je peux le rappeler Oui, pour les rappelez-le, personnes qui oui. nous écoutent. Parce que typiquement, on pourrait dire que ceux qui sont des vampires psychologiques, c'est des gens qui font ce jeu psychologique qu'on appelle le triangle dramatique de Karpman. Le principe de ce jeu, auquel on joue tous de temps à autre, hein, soyons de temps à autre, pardon, soyons honnêtes, c'est le jeu de la victime, du bourreau et du sauveur. Le vampire psychologique, souvent, il se met en position de victime. Donc, moi, j'ai envie de me mettre en position de sauveur pour jouer avec lui. Mais après, chacun, on va passer à un rôle différent. Donc, il fait la victime, je fais le sauveur. Au bout d'un moment, j'en ai marre, donc je vais être un peu agressive, donc je vais faire le bourreau. Lui va être foudrage et va aussi faire le bourreau vis-à-vis de moi, et donc je vais redevenir moi victime, et je vais lui demander de me sauver, et vice-versa, et on va jouer infiniment à ça. C'est, je suis toute gentille avec toi parce que tu as un problème et tout, puis à un moment, ça va m'agacer parce que, il y a aucune de mes solutions qui va bien, donc je vais être agressive, je vais devenir bourreau, puis après je vais m'en et je vais vouloir redevenir sauveur. Vous voyez? C'est des fonctionnements qu'on voit très souvent dans la vie de tous les jours, mais les vampires psychiques, ils induisent beaucoup, beaucoup ce type de jeu-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on repère ce jeu psychologique? Eh bien, ça vient de l'analyse transactionnelle, hein, ce concept de triangle de Cartman. L'analyse transactionnelle, elle nous apprend que la seule solution, c'est de ne pas jouer. Ça veut dire que quand quelqu'un fait sa victime auprès de moi, personne ne m'oblige à mettre mon costume de sauveur tout de suite. Les gens ont le droit de se plaindre, de partager que ça va pas, que c'est dur, sans que je cherche une solution. Écouter, c'est déjà offrir quelque chose à l'autre, mais c'est pas rentrer dans un jeu psychologique. Si on m'accuse de 1000 choses, etc., bon, je peux écouter sans dire oh là là, je suis victime, c'est épouvantable, c'est injuste, et puis rentrer dans un jeu comme ça infini. L'autre, il pense ça, ça lui appartient, je le respecte. Voilà, c'est ça ne pas jouer, c'est ça ne pas rentrer dans le triangle dramatique. Et ça, c'est vraiment la clé en cas de rapport avec un vampire psychique. Voilà, c'est de vraiment ne pas rentrer dans ce cercle de bourreau, victime, sauveur, parce que c'est un Exactement. cercle vicieux. Hein. Finalement, on peut rester dans ce cercle pendant un bon bout de temps. Et finalement, ça n'apporte pas de solution au problème. Non, il faut refuser les invitations à jouer. Voilà, il ne faut pas être joueur. C'est la chose à Exactement. retenir. Et pour la personne, alors la personne qui est vampire psychique, elle n'est pas consciente qu'elle est vampire psychique, mais je me dis comment est-ce que on peut faire prendre conscience à ces personnes-là qu'elles ont cet effet-là sur les autres. Comment leur faire prendre conscience de ce qu'elles font aux autres. Est-ce que il y a une manière parce que admettons là que parmi les auditeurs, il y a quelqu'un qui est vampire psychique mais qui ne le réalise pas. Quels sont les éléments qu'on peut pointer pour dire, regarde, si tu fais telle ou telle chose, tu es probablement en train de vampiriser des personnes autour de toi. Alors, ça va être compliqué, hein. Je pense que quand on a tendance à faire ça, on est protégé par le déni. Et que donc, je pense pas qu'on aura beaucoup d'auditeurs. Bah, ils vous diront sans doute, hein, ils vous enverront un petit message, qu'il y en a beaucoup qui se sont découverts vampires psychiques. Je pense que dans vos auditeurs, il y en a beaucoup qui vont se rendre compte qu'ils sont entourés de vampires psychiques, mais pas beaucoup qui vont dire: «Ah bah tiens, c'est moi, je me suis reconnu. Je suis pas du tout empathique, je me remets jamais en question». Vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 le déni. C'est sûr qu'on n'aime pas, comment dire ça, se remettre en question. Et puis, des fois, on n'a même pas le recul aussi pour le faire. On le voit pas souvent, on se rend compte des choses parce que c'est la personne qu'on a en face de nous qui nous fait savoir, ou plusieurs personnes nous disent la même Mmh. chose, et là, on se rend compte. Mais sinon, au départ, c'est toujours, c'est vrai, difficile par soi-même de s'avouer je sais pas, qu'on est un poids pour les autres, qu'on est bourreau pour Bien quelqu'un sûr. d'autre, ou que, voilà, c'est un petit peu difficile. Donc, ouais, je peux comprendre qu'on ne se, on ne se perçoive pas comme ça.
Maintenant, je me dis si, on réalise finalement, parce que, peut-être plusieurs personnes de notre entourage nous ont dit qu'on on leur draine leur énergie, on leur pompe leur énergie et ceci, cela et qu'ils ont rien en retour. Heu, Quelle serait la meilleure, chose à faire pour cette personne? Parce que cette personne, elle est dans le besoin, puisque c'est ce qu'on dit depuis le départ, Tout à fait. c'est pas comme le pervers narcissique, c'est qu'il y a vraiment un besoin. Alors comment cette personne maintenant peut arriver à combler ce besoin? Parce on est parti de l'angle de l'aidant, de la personne qui aide, qui doit pas rentrer dans le jeu, qui Mmh. doit peut-être être plus dans une approche d'écoute pour ne pas rentrer dans ce cercle vicieux. Mais pour la personne maintenant qui peut-être a eu cette prise de conscience qu'elle vampirise, mais elle est toujours dans le besoin, comment est-ce qu'elle peut aller chercher de l'aide sans complètement vider les personnes qui sont autour d'elle? Alors vous savez, on dit qu'il faut faire l'approche poisson et pas l'approche canne à pêche et pas l'approche poisson, hein? C'est-à-dire que plutôt que de faire à la place des autres, plutôt que de les laisser puiser dans notre énergie, il faut les aider à réfléchir à: «Comment est-ce que tu peux faire?» Vous voyez? Il faut s'interdire d'être un apporteur de solutions. Parce que le vampire psychique, vous pouvez lui balancer 1000 solutions, il trouvera toujours c'est pas ça, que ça va pas, qu'il peut pas. Vous voyez? Donc il faut surtout, c'est très amusant à faire d'ailleurs. Faites le test. Quelqu'un qui se plaint, qui vous demande des trucs tout le temps et vous lui dites: «Oh! Ah bah oui mon pauvre. Ah bah ça doit pas être drôle, hein. Ah bah j'aimerais pas être à ta place». Vous proposez pas d'aide, vous proposez pas de solution. La personne est au début, elle est très interloquée, puis après elle passe à autre chose souvent. Voyez? Alors elle peut vous laisser tomber, mais c'est un risque à prendre et elle peut aussi, au contraire, se rendre compte qu'elle se met en dépendance alors qu'elle est tout à fait capable, peut-être, d'aller un cran plus loin dans sa recherche de solutions. Il faut l'amener à se rendre compte qu'elle peut trouver les moyens, en y travaillant, de se régénérer elle-même et pas forcément en se collant à d'autres personnes pour leur prendre l'énergie, mais bah, en se faisant des nouveaux amis, en développant une habilité particulière et que peut-être elle a plus à gagner en s'autonomisant en termes relationnels, ça lui permettra de faire plus de choses, de rencontrer plus de gens qu'en se montrant vulnérable pour attirer l'attention ou l'amitié ou la sympathie. Vous voyez? Je pense que ça c'est vraiment important. Bon, ce qui est important aussi, c'est de soutenir les personnes qui sont en proie avec ça. Donc, chose importante, se régénérer énergétiquement, c'est-à-dire faire des choses pour soi, aller se remplir dans plein d'endroits différents, avoir des activités ressources hein, qui permettent d'évacuer le stress et de régénérer vos batteries. Il faut en parler parce que souvent on se rend compte qu'on est plusieurs victimes, que la personne, elle joue au même jeu avec tout son entourage, parce qu'elle sait faire un peu que ça. Donc ça fait du bien aussi de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Et puis, il y a un autre sujet qui me semble très intéressant, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai autant besoin d'être utile? Pourquoi est-ce que je pense qu'on peut m'aimer que si je fais, que si je donne, que voilà. Pourquoi est-ce que le fait que je sois n'est pas suffisant? Et pourquoi est-ce que j'accepte de croire que I'm not good enough? Je suis pas suffisant, vous voyez? Parce que c'est à cause de ça que les pervers psychiques, ils nous repèrent. C'est parce qu'ils sentent bien que quelque part, on est prêt à croire que ça va nous donner de la valeur de faire ci ou de faire ça. Alors que la valeur, elle est inconditionnelle, elle est juste d'être vivant. Donc, finalement, côtoyer des vampires psychiques, ça peut vraiment nous aider à colmater des failles en nous et à faire un bon usage de notre empathie. C'est-à-dire que l'empathie, elle doit nous servir à donner, à recevoir, à vivre de l'intimité, de la connivence, et ça mérite tout le temps d'être ajusté. Et ensuite, attention, hein, c'est bien aussi d'être vampirisé. On a le droit, on se fait bouffer par nos enfants très souvent, on se fait vampiriser par nos enfants, on se fait vampiriser. C'est OK. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que ça soit notre seul mode de fonctionnement. Il ne faut pas que ça soit trop parce que sinon on va être vidé et pas rempli. Or, le but du jeu, c'est quand même d'être plein de soi-même pour avoir plein à offrir et aussi plein à recevoir. Parce que ça doit aller dans les deux sens, puisque c'est ça l'amour. Oui, exactement. J'aime bien, l'idée de l'amour, oui, parce que quand on est dans des relations, c'est que, quelque part, heu,
on est dans une relation d'amour, donc on veut aider et recevoir. Et donc, il y a cet échange-là qui, dans le fond, c'est comme s'il y a quelque chose de bienveillant vraiment à la base, mais qui Voilà, finalement finit par virer à autre chose, quoi, quelque chose de plus pernicieux. Mais à la base, c'est de la bienveillance. Donc, je trouve ça intéressant, l'idée que quand on se fait vampiriser quelque part, ça vient peut-être nous interroger sur nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la validation des autres? Aussi, ça renvoie un petit peu à l'idée de déni qu'on a mentionné pour le vampire psychique, mais la personne qui se fait vampiriser aussi doit faire une prise de conscience finalement pour savoir, mais pourquoi est-ce que je me suis retrouvée dans cette situation? J'ai ouvert la porte, pourquoi est-ce que c'est parce que je suis une personne qui se sent vivre quand elle l'aide, quand elle se sent utile, et sans ça, c'est c'est pas... ça, Voilà. exactement. Et mettre des limites aux gens, c'est un beau cadeau à leur faire, hein. C'est leur expliquer qu'on est tous responsables de la satisfaction de nos besoins. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se sentir, culpabilisé ou pas à l'aise de dire aux gens: «Attends, ça c'est ma limite. Moi, mon besoin pour être satisfait, j'ai besoin que ça se passe comme ça et est-ce que c'est OK pour toi de le respecter?» Parce que ça, c'est du gagnant-gagnant. Exactement. Et l'autonomisation du vampire, on va dire, c'est important parce que c'est vrai que souvent aussi, on peut avoir la solution en nous, on peut avoir les ressources pour trouver une façon de s'en sortir, mais peut-être qu'on va vers la facilité en se dirigeant vers l'autre et en faisant porter la Exactement. responsabilité à l'autre au lieu de soi-même essayer de trouver la solution qu'on pourrait bien avoir. Hein. Souvent, on est la personne la mieux placée pour répondre à ses besoins, mais peut-être que c'est un petit peu par flemme où on se dit, ben, si je m'en vais voir Mmh, quelqu'un, la personne oui. va m'aider. Voilà. Moi, je veux pas faire l'effort, je veux qu'on m'aide. Mmh mh. Et puis aussi, ceux qui aident, ils doivent arrêter de se sentir tout-puissants et se dire: «Chacun doit se débrouiller. Je suis pas Dieu, je suis pas là pour, servir tous les besoins de l'autre et rendre sa vie possible». Chacun doit rester à sa place. Je pense que c'est important de se dire ça aussi. Et il y a aussi une autre idée que j'aime bien, c'est de voir imaginez un vampire psychique, il va jamais aller se coller à quelqu'un de pessimiste. Il va jamais se coller à quelqu'un de paresseux. Il va jamais se coller à quelqu'un d'égoïste ou de pas empathique. Vous voyez? Parce que ça l'intéresse absolument pas. Donc, à nous aussi de mettre le curseur au bon endroit mais les personnes qui sont très solaires, vous savez, on dit ça de certaines personnes, c'est des soleils, et cetera. Bah, malheureusement, elles tiennent souvent dans leur sillage pas mal de boulets qui viennent justement se coller à elles, bah, pour bénéficier de cette lumière et de cette énergie. Et le but, c'est d'être un soleil, mais pas de faire de l'ombre aux autres, mais un soleil communicatif. Et pour ça, il faut bien respecter ses besoins, sinon on se vide et puis on brille plus pour personne dans ces cas-là. Oui, on ne brille plus pour soi-même et ni pour les autres. Exactement. C'est perdant finalement. Voilà. Je me disais, est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à cette problématique qui serait important de noter? Écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour. En résumé, je dirais, on est entouré de vampires psychiques et on l'est nous-mêmes à plein d'endroits. Ça n'est pas du tout un problème. Le tout, c'est qu'on ne soit pas tout le temps enfermé dans les mêmes schémas et qu'on puisse, quand on donne à quelqu'un sans beaucoup recevoir, le faire en conscience. Voilà. C'est que ça puisse être un choix. Et les jeux psychologiques, victime, bourreau, sauveur, on y joue tous, mais il faut qu'on le fasse avec un peu plus de conscience pour aussi avoir le choix de ne pas jouer. Et enfin, méfiez-vous de la culpabilité. C'est vraiment le signe qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Donc, trouvez comment mieux satisfaire ses propres besoins et avoir conscience que sa valeur ne dépend pas de tout ce qu'on fait pour les autres, mais elle est, comment dire, elle peut pas être mesurée. Elle est liée au fait d'être humain, la valeur, et elle n'est pas liée à ce qu'on fait. Voilà. Tout ça, c'est des bons petits indicateurs que vous prendrez pas beaucoup de risques à suivre et auxquels vous devez être attentif. C'est sans danger. Eh bien, merci pour ces bons conseils. Je pense qu'on a appris beaucoup et c'est un peu plus clair et je pense que chacun peut maintenant
identifier un petit peu ce qui peut les amener soit à se retrouver vampirisés ou à devenir vampires. Je retiens aussi que finalement, on peut aussi jouer, on peut passer de aidant à vampire ou de vampire à bourreau et ainsi de suite. Et on ne veut pas rentrer dans cette dynamique psychologique. Donc, merci beaucoup, Virginie, de nous avoir permis de mieux comprendre tout ça. Et pour vous qui nous écoutez, j'espère que vous aussi, ça vous a éclairé. Je vous remercie d'avoir été présent pour cet épisode et on se retrouve bientôt pour un autre sujet dans un prochain épisode. À bientôt. Au revoir, à bientôt.